chacun et chacune d'entre vous, merci bien au nom de la famille d'être venus nombreux pour cet hommage que nous rendons à M. Blondeau, là, qui nous a quittés le 7 mai dernier. D'une façon toute spéciale, nos condoléances à Nathalie, à Annabelle, à Lina, bien sûr, Lina et la petite qui est avec vous. Et puis, et c'est un cadeau merveilleux. Et puis, évidemment, aux enfants qui sont ici, là. Je pense entre autres là, à Doriel, Yannick, Pénélope, Maxime. Je pense à Charles, à Georges, la petite Rosémée qui est dans son carrosse ici. Et puis, je pense bien sûr à la fratrie de M. Blondeau, à Jocelyn, à Ronald. Nous saluons par le fait même les personnes qui nous écoutent via les ondes du web, vos conjoints, vos conjointes, à tous vos invités, vos distingués invités aussi qui prendront la parole durant cette rencontre. Eh bien, à vous, chère famille, chères filles, nous vous offrons nos plus sincères condoléances. Perdre un être cher, c'est une des épreuves les plus difficiles qu'on peut avoir dans la vie, mais en même temps, on a allumé, à côté du cercueil de M. Blondeau, on a allumé cette petite bougie. Cette lumière, ça vient faire un rappel de notre espérance. Comme chrétiens, on croit que la vie se poursuit pour l'âme de M. Blondeau. Et donc, par conséquent, cette célébration sera teintée de témoignages et également de cette espèce de petite couleur de l'espérance chrétienne qui m'apparaît fondamentale dans les circonstances. Alors, donc, pour chacun et chacune d'entre vous, il m'apparaît important de commencer, quand on a ce type de célébration, plusieurs parmi vous, peut-être, n'aviez pas vu M. Blondeau dernièrement, ou peut-être aviez-vous perdu de vue un peu ces derniers kilomètres. Eh bien, j'ai toujours trouvé important qu'il y ait des témoignages dans une célébration. Moi, je suis partisan des témoignages, parce que ça nous donne la couleur de la personne pour qui on est rassemblé. Ça nous donne un peu un portrait de l'homme. Vous l'avez connu comme homme d'entreprise. Il y a aussi l'homme papa, l'homme père, l'homme grand-père. Alors, l'homme époux. Alors, à chacun et chacune d'entre vous, donc, nous allons prendre le temps d'écouter ces quelques témoignages. Et en premier lieu, je vais inviter Nathalie Blondeau, bien sûr, la fille de M. Blondeau, accompagnée de sa propre fille, Pénélope. Familles et amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage à un homme exceptionnel. Mon père, mon pilier, ma fondation, nous a quittés le 7 mai dernier, entouré de sa femme Nina et de ses filles chez lui, à Donham. Mon père, un homme à la fois complexe et complet, m'a confié au fil des années quelques bribes de sa vie que je souhaite vous partager. Il a puisé ses premières leçons de vie auprès de ses parents, eux-mêmes entrepreneurs. Alors que sa mère Rosémée gère la location d'appartements, son père Sylien dirige le garage familial avec plusieurs de ses frères. Il est l'aîné de 11 enfants. Son père lui enseigne les valeurs de cœur et de l'écoute, alors que sa mère lui inculque la rigueur et la discipline en toutes choses. Au cours des années 40, il passe ses étés d'enfance dans sa famille maternelle, jouant avec ses innombrables cousins autour des 8 chalets construits pour sa mère et ses tantes. C'est là que débute le chaos organisé, l'entraide, les parties de cartes jusqu'aux petites lueurs du matin. C'est également le début de son amour pour la terre et de la nature et de sa passion pour les chevaux. Afin d'accéder aux meilleures écoles de la Haute-Ville, il doit débuter la maternelle pensionnaire à Lévis. Il a 5 ans. Sa mère l'a bien avisé. Tu dois exceller. Il termine bon premier et pourra donc poursuivre dans les meilleures écoles de Québec, et ce jusqu'à l'université. À l'âge de 6 ans et tout au long de son primaire, il débute son apprentissage de la persuasion et de la négociation. Il apprend à jouer aux billes et gagne, de même que des cartes de hockey, à l'effigie de Maurice Richard. Précieuse monnaie d'échange pour obtenir la première place au bain commun et éviter de se laver dans du eau noire.
Au réfectoire, il peut aussi se débarrasser de ce foie de bœuf qui l'exècre, le faisant passer d'une petite main à une autre jusqu'à ce qu'il disparaisse, tout en rémunérant au passage, bien évidemment, chacun de ses camarades par l'un des items de son précieux butin. Tel était mon papa dans sa jeunesse, joueur, rassembleur, équitable. À 20 ans, jeune homme de la Révolution tranquille, il rédige son plan de vie pour les 40 premières années à venir, soit de 1960 à 2000. Il y prévoit de travailler en Europe, puis en Amérique du Nord anglophone, afin de s'ouvrir au monde. Il souhaite se marier, avoir des enfants et bâtir une entreprise. Un jour, il me confia « Je savais que je n'étais pas fait pour travailler pour autrui ». De l'expérience malheureuse qu'avait vécue son propre père avec 5 de ses frères et de l'échec de leur entreprise familiale, Gilles avait retenu une leçon importante et indélébile. Le contrôle est crucial pour créer à long terme de la valeur et protéger ainsi les fruits du labeur et de la sueur accumulée. En 62, à l'âge de 22 ans, il achève brièvement ses études universitaires et rafle tous les premiers prix. On lui offre un poste à Montréal avec un salaire de 9 000 $, une somme astronomique à l'époque, mais voulant respecter son plan de découvrir l'Europe et le monde, il choisit plutôt d'accepter celle de la Suisserie avec un salaire de 3 600 $. Il commence donc à Zurich, où le grand patron le prend rapidement sous son aile. Celui-ci apprend à Gilles à rédiger des lettres en anglais contre des explications sur des formules actuarielles. Au cours de ces 2 années en Suisse, il parvient à décomposer des formules mathématiques d'un éminent docteur pour le calcul des primes des couvertures catastrophes, des formules que personne ne comprenait. Quelques 20 et 30 années plus tard, certaines personnes lui parlaient encore de la formule Blondeau. En seulement 2 ans, il était passé d'étudiant actuariel à sous-chef du département d'actuariat pour les pays anglophones et francophones que desservait la Suisserie. Il demande à devenir actionnaire, mais comprend que ce privilège n'est accordé qu'à ceux qui détiennent la nationalité suisse. Il quitte à la fin de son contrat pour Toronto cette fois, poursuivant ainsi son plan. Au cours de ses premières années d'expérience, Gilles se fait connaître pour ses capacités intellectuelles, sa persévérance, son leadership, sa vision, et ce auprès des très hauts dirigeants des compagnies de réassurance vie et d'assurance vie en Europe et au Canada. Il n'a que 28 ans et est déjà reconnu. Ainsi, de retour à Montréal en 69, il fonde sa firme d'actuariat conseil et se retrouve rapidement complètement submergé, travaillant jour et nuit. Il souhaite se trouver un associé qui partagera ses valeurs. C'est ainsi qu'un soir, il rencontre Henri et Nicole Jolicoeur et ensemble, ils projettent de construire une entreprise québécoise, d'y accumuler du capital et d'éventuellement détenir une compagnie de réassurance vie, le rêve ambitieux et un peu fou de Gilles. Henri le suit dans cette aventure, de même que tant d'autres par la suite. Le groupe Optimum était né. Nous sommes à l'aube d'un Québec fort après les années 60, où la société canadienne-française se libère enfin du joug religieux et amorce la prise en main de son économie. Mon père était dans cette mouvance, mais avec une volonté et un acharnement qui l'ont inscrit parmi les grands bâtisseurs du Québec économique. C'est le début des années 70. Je me souviens de ces dimanches où nous allions distribuer des tracts pour promouvoir le nouveau Parti québécois sur les pare-brises des voitures dans les parkings des églises. J'avais moi aussi une mission importante, me semble-t-il. Je me souviens du parti mémorable à Saint-Lambert, d'une bande de jeunes actuaires d'une trentaine d'années, gorgés d'énergie et d'idéaux. Je me souviens de la défaite du référendum de 1980. Je pleurais à chaudes larmes, je n'avais que 16 ans. Je me souviens des années 80 et des taux d'intérêt à 20 %. Il avait acquis une maison et nous disait de nous préparer à manger des toasts au beurre d'arachide. Première leçon d'économie et d'immobilier. Je me souviens de tant de beaux moments et des valeurs qu'il nous a transmises de courage, de détermination, de dépassement, d'agir par conviction, d'avoir du cœur. Mon père, mon pilier, ma fondation. Son AVC de l'automne dernier nous a, une fois de plus,
révélé sa grande résilience. Malgré son aphasie, il ne se plaignait jamais. Il s'efforçait de réapprendre sa propre langue et répétait patiemment jusqu'à trouver le mot juste. Je l'assistais du mieux que je pouvais, le cœur déchiré. En novembre, il m'a appelé pour me dire qu'il ne pouvait plus écrire. « À quoi vais-je servir ?» me dit-il. De nouveau, son désarroi m'a heurté. Il souffrait en silence. Heureusement, Lina, son ange sur terre, était là. Il a vécu mille et une expériences, mais cette fois, son corps était fatigué. Il s'est suffisamment battu. Il a dit adieu à chacune d'entre nous. Parfois, il disait avec une lucidité déconcertante « Je serai mort rendu là ». La résilience de cet homme et de sa force inébranlable me fascinera jusqu'à ma propre finalité. Ce père, cet homme fantastique, nous a quittés le dimanche 7 mai sous un soleil crépusculaire d'où émanaient des couleurs inouïes. L'âme de papa s'est envolée. C'est sur le balcon qu'en larmes, nous lui avons dit au revoir. Merci pour tout, papa. Merci infiniment. Je t'aime et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous allons avoir un deuxième témoignage. C'est en duo, M. Jean-Claude Pagé et Louis Fontaine. Jean-Claude Pajot, qui est président du conseil du groupe Optimum, et puis Louis Fontaine, qui est vice-président principal affaires juridiques et secrétaire général. Aujourd'hui, nous soulignons le départ de Gilles, un visionnaire, un grand bâtisseur de l'économie québécoise et un mentor pour plusieurs d'entre nous, un groupe Optimum. J'ai débuté avec Gilles en actuariat conseil en 1967. Et oui, ça fait plus de 45 ans que je le côtoie. Déjà, j'étais impressionné par l'étendue de sa vision économique, par le dynamisme de son entrepreneurship et par son ouverture à voir les choses autrement, mais toujours de façon réaliste et à proposer des solutions gagnantes. Dès cette époque, avec son associé de première heure, notre regretté Angèle Coeur, il a procédé à l'acquisition de différentes sociétés, tant au Canada qu'à l'étranger. Il avait ainsi posé les fondations d'un nouveau groupe financier qui s'appellerait le groupe Optimum. Gilles, comme entrepreneur, a toujours veillé à ce que la croissance du groupe soit par le biais d'acquisition de sociétés ou de portefeuilles, se fasse après une évaluation très juste des risques et en s'assurant que l'acquisition ne vienne pas détruire les acquis d'auparavant. La vie d'entreprise est souvent parsemée de hauts et de bas. Dans les moments plus difficiles, Gilles était toujours accessible et très bon conseiller. Il recadrait les problèmes de telle sorte que les solutions apportées soient alignées avec la vision du futur. Et Gilles aimait bien parler de cette vision du futur, soit celle de créer une institution financière québécoise, pérenne, avec une portée internationale. Il favorisait ces discussions qui permettaient de dégager des idées et de créer un consensus autour des buts fixés et des moyens pour y parvenir. Bonjour famille, collègues et amis. De mon côté, si j'ai décidé de quitter la pratique notariale en 1994, c'est d'abord et avant tout parce que Gilles Blondeau m'a convaincu de me joindre à son équipe et ainsi pouvoir contribuer au succès de l'entreprise. En effet, Gilles fut mon premier contact avec le groupe Optimum et je puis vous assurer que depuis lors, toutes et chacune de nos rencontres furent pour moi une occasion d'apprendre énormément sur plusieurs sujets, tant les connaissances de Gilles, sa compréhension des systèmes, sa perspicacité étaient vastes,
qu'il s'agisse des affaires, de la finance, de l'économie, de la politique et même de l'histoire. Gilles, on le sait tous, était quelqu'un de très rigoureux. Il aimait beaucoup communiquer ses connaissances et sa vision afin que les efforts de tous soient bien alignés. On peut affirmer qu'il a très bien formé sa relève depuis longtemps, avec Jean-Claude d'abord et ensuite avec Annabelle, et que le groupe s'est bien assis sur des fondations très solides. Comme dirigeants, nous venons de perdre non seulement notre fondateur, mais aussi un leader empreint de respect pour les autres et qui imposait le respect. De Québec par un grand homme qui, à sa façon et avec discrétion, a réussi à bâtir une entreprise qui contribue à faire rayonner le Québec. Une entreprise que des partenaires ont qualifiée de secret bien gardé du Québec. En effet, Gilles fait partie de ces personnes qui n'ont pas besoin de vanter leur mérite haut et fort, mais dont on peut apprécier la valeur et la part dans la société par leurs actions et leurs réalisations. Comme vous pouvez vous en douter, Gilles était un patron exigeant pour ses dirigeants associés. Il pouvait se permettre de l'être car il était d'abord et avant tout très exigeant envers lui-même. Homme hyper intelligent d'une mémoire phénoménale, il était impressionnant par son flair, sa vision, sa franchise et sa détermination. Il affrontait les difficultés, les situations difficiles au lieu de les éviter, en s'efforçant de toujours en dégager les aspects positifs. En terminant, je peux évoquer une des façons de faire de Gilles avec les juristes du groupe qui allaient le rencontrer pour signer un contrat. Il aimait bien poser des questions pointues pour s'assurer que le juriste avait bien fait son travail et maîtrisait chacune des clauses du contrat. C'était la même chose avec les actuels, avec les comptables. Il avait un grand souci du détail et s'attendait à ce que ses employés en fassent autant. Alors, au-delà de toutes les considérations d'affaires, on se souviendra que Gilles savait très bien agrémenter la vie personnelle de ses associés, en organisant de multiples événements, parfois simples, mais aussi parfois d'envergure, où il était possible d'échanger entre collègues et avec nos familles pour créer une plus grande cohésion. Comme dirigeants du groupe, nous garderons tous le souvenir d'un leader qui savait inspirer ses proches. Il est poussé vers l'excellence et le dépassement de soi. Gilles, quel bonheur ce fut de te côtoyer pendant toutes ces années. Tu nous manqueras sûrement à tous et personnellement à moi aussi. Merci pour tout. Nous allons introduire une première prière. Seigneur Jésus, voici réunis en ce lieu de prière la famille, la parenté, les amis de Gilles qui nous a quittés. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que toute personne ait la vie avec toi. Ouvre nos yeux à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre notre deuil. Nous t'en prions, toi, en qui nous remettons toute notre espérance et qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Saint Paul avait écrit une lettre qu'on aime beaucoup lire à l'occasion de fiançailles, de mariage et d'au revoir. C'est une lettre qui, finalement, nous ramène à la réalité de la vie, c'est-à-dire qu'à la fin, quand on va quitter, quand on va partir, les gens vont se souvenir de nous de différentes manières, mais qu'est-ce qu'on aura laissé comme témoignage d'amour? C'est la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et des anges, s'il me manque la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif.
S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. Finalement, l'amour ne s'éteindra jamais. Parole du Seigneur. Nous allons entendre maintenant le témoignage de la conjointe de Gilles, Lina. I thank God for allowing me to share 17 years
with you, Jill, of which the last 6 years were full of challenges. Those challenges help us to be stronger and unite us more. I thank you for teaching me the virtues of strength, perseverance, dedication, and self-control. Jill, you were my accomplice, complement, and companion. I deeply admire all your qualities and values, especially your loyalty, resilience, sense of humor, creativity, and wisdom. Thank you for your kind heart and love I can see and feel in Rosalina. My dreams to become a mother came true. I will honor you by fulfilling your wish that our daughter, Rosalina, learn French. I will pass on your ideas and virtues to her. Thanks you for coming in our life with a greater purpose, leaving indelible marks in the hearts of those of us who are still here. The experience that we live together will fill the empty space left by your absence. I will always keep in my heart the last words that you said to me very clearly before you pass away. Bébé d'amour. May God give you the eternal rest you deserve it. Nous allons maintenant entendre le témoignage de Charles et de Yannick, les petits-enfants de M. Blond. Vous savez, mon grand-père n'était pas le genre à entretenir les histoires d'enfants. Pour lui, c'était la philosophie, les affaires et bien évidemment les chevaux. Ce n'était pas non plus le grand-père qui allait m'embrasser dans ses bras, parce qu'un homme, même à 11 ans, ça serre la main avec une bonne poignée ferme. Vous pouvez comprendre pourquoi, étant jeune, même si je l'aimais de tout mon cœur, j'ai longtemps perçu un homme dur et parfois même distant. C'est seulement plus vieux que les métaphores de chevaux de course ont pris tout leur sens, que les poignées de main me semblaient de plus en plus, et que j'ai pu commencer à mieux comprendre mon grand-père. C'est seulement plus vieux que derrière cette image si rigide que je me suis faite de mon papy, se dévoilait une sensibilité et une perception à l'égard des autres que je n'ai toujours pas retrouvées ailleurs. Gilles, il lisait les gens, il protégeait les faibles et il poussait les plus forts jusqu'au bout. C'est donc seulement plus vieux qu'il m'est devenu clair que son amour était hors du commun et difficile à capter pour un petit, mais qu'il était là, fort et sans contrainte. Comme tout le monde dans la famille peut en témoigner, porter le nom de papy et avec certaines attentes, une certaine pression, du fait de tous ses nombreux exploits. Mais c'est cette habileté intrinsèque de pousser les gens aux bons endroits qui lui a permis d'avoir 2 filles accomplies, ayant leur propre personnalité, n'ayant pas succombé au poids. Tout comme papy l'a fait, j'étudie maintenant à l'Université Laval en actuariat. Pour la première fois de ma vie, l'école n'est plus qu'une tâche. Et je sais que le sang de Gilles est la seule chose qui peut s'expliquer pourquoi je prends des maths à longueur de journée. Papy est omniprésent dans ma vie, bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Que ce soit à l'université ou de retour à Montréal, je trouve des gens, des vies que Gilles a touchées. J'aurais voulu avoir plus de temps avec lui, plus de discussions d'adultes, plus de conseils, plus de ce qui le rendait si spécial. Mais même si nos moments ensemble ont été limités, je sais que j'ai la chance de le voir tous les jours à travers ma mère. Se ressemble bien plus que tous deux aimeraient l'avouer. Chez elle, je reconnais cette nouvelle image de mon papy que je me suis fait plus vieux.
Je vois la mise en importance de l'éthique de travail, la résilience du plus haut degré, et cette habitude d'actuaire de tout calculer, tout prédire, même leurs mots, même leurs actions. Je ne t'ai jamais exprimé ma gratitude en personne, et je le regrette, mais je n'ai aucun doute que tu nous entends aujourd'hui. Merci, Papy, de mon modèle du travail acharné et de tous ses bienfaits. Merci d'avoir élevé la mort. Merci pour tous les souvenirs de jeux de cartes, de fêtes de Noël en famille et de leçons bien plus importantes que je ne l'aurais pensé dans le temps. Merci d'avoir fait en sorte que je suis fier d'être québécois et que cela ne changera jamais. Merci de m'avoir laissé une famille comme la nôtre. Merci pour ma mère qui portera ton image encore bien longtemps. Et merci d'avoir fait en sorte que je suis fier de porter ton nom. J'espère sincèrement que nous pourrons continuer à te faire honneur avec celui-ci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers vous tous d'être présents aujourd'hui. Papy, tu étais un homme exceptionnel, un entrepreneur visionnaire, un leader inspirant et un politicien dans l'âme. Doté d'un grand cœur, d'une authenticité inébranlable, tu avais le don de rassembler les gens. Je me souviens, Papy, de la fois où tu n'arrêtais pas de parler de politique quand moi et Yannick sommes venus te voir. J'aurais continué à t'écouter pour une journée complète. Je me souviens, Papy, quand tu m'as convaincu que le Québec serait un pays un jour. Je ne croyais pas dans le temps, mais j'ai su y croire. Tu m'as transmis un amour inconditionnel pour le Québec. En tant que bâtisseur, ton influence s'est étendue bien au-delà de nos frontières. Tu as façonné un empire québécois qui a prospéré au cours des dernières années et nous espérons ardemment qu'il continuera de croître et de prospérer grâce à tous ceux qui ont eu la chance de faire partie de la famille qui est Optima. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rendre hommage à ton héritage. Mon papy, tu étais bien plus qu'un homme d'affaires à succès. Tu étais un modèle, un mentor et un guide pour chacun d'entre nous. Ta vision et ta détermination m'ont inspiré à donner le meilleur de moi-même et à poursuivre mes rêves avec audace et persévérance. Tu as laissé derrière toi un héritage non seulement matériel, mais surtout humain. Aujourd'hui, nous célébrons ta vie, Papy. Tu es un homme qui a laissé une empreinte indélébile sur le Québec. Nous nous souviendrons toujours des moments de partage, de joie et de bonheur que tu nous as offerts. En cet hommage à toi, Papy, nous exprimons notre gratitude envers toi, qui a su marquer nos vies de manière profonde et significative. Nous garderons en mémoire ton dévouement, ta détermination et ta volonté infatigable de faire du monde qui t'entourait un endroit meilleur. Ton esprit demeurera toujours avec nous, nous guidant dans nos actions et nous rappelant l'importance de la passion, du travail acharné et de l'amour pour notre chère province, le Québec. Papy, merci. Merci pour tout. Merci beaucoup. Vous savez, quand j'écoutais tous ces témoignages, j'y reviendrai tantôt, mais il y a un mot qui revenait souvent, c'est les fondations de notre vie, les fondations de ta vie. Et puis, dans les évangiles, il y avait un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth, qui était un juif, comme beaucoup de juifs de sa communauté. Et il voulait rendre des témoignages et il utilisait beaucoup les paraboles. Une des paraboles qu'il utilisait, c'est la maison bâtie sur le roc. Et j'ai pensé que quand on parle de fondation, ce serait un bon extrait de texte. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, pour connaître le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père. Et toute personne qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à une personne prévoyante qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie tombait, les torrents dévalés, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Parole du Seigneur. Cette maison était fondée sur le roc.
Eh bien, quand j'ai pas eu l'occasion, le privilège moi, de connaître M. Blondeau. Par contre, j'ai entendu dire, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai fait des petites recherches sur Internet et tout ça, et j'ai entendu aussi beaucoup des témoignages qu'on a entendus tous ensemble. Il n'y a pas de doute, M. Blondeau fut un grand bâtisseur et son entreprise a connu des développements fulgurants même au plan international. Il portait, on l'a dit tantôt, hein, l'essor économique du Québec. Et puis, nous l'évoquions aussi dans les témoignages, il avait des valeurs. Mon Dieu, que je les ai entendues, ces valeurs-là, tantôt. Un mot que j'ai entendu le plus souvent dans chacun des témoignages pratiquement, c'est le mot résilience. Et puis, ce que j'entendais de lui, là, c'est qu'il prônait l'intégrité, les compétences, les acquisitions de compétences, l'expertise, la créativité. Et puis, vous en avez tellement nommé tantôt, même Lina en a nommé tantôt beaucoup, des belles valeurs extraordinaires. Et en plus, eh bien, il était passionné de sport équestre, et dans cela, bien, il a eu la chance aussi d'occuper de très hauts postes à la Société nationale de cheval de course. Et sa propriété, notamment Donham, lui permettait cette proximité avec les chevaux. Au plan de sa foi, parce que dans le fond, mon rôle, c'est beaucoup plus ici, parce que la description de sa vie, de son portrait, on l'entend à travers les témoignages, mais au plan de la foi, en questionnant la famille, j'ai cru comprendre qu'il était croyant, mais peut-être pas religieux. Autrement dit, pour lui, l'Église comme institution ne l'inspirait plus. Ça ressemble à peu près à un bon nombre de nos Québécois d'aujourd'hui, n'était pas différent. On est habitué à entendre cela. Cela dit, il fut tributaire, comme les gens de sa génération, d'une éducation chrétienne. Alors, dans cette éducation chrétienne-là, il a pris ce qui était le meilleur pour lui. Alors, notre assemblée cet après-midi, dans ce lieu de recueillement, eh bien, nous plonge justement dans cette réflexion spirituelle. Le départ des gens que l'on aime nous ramène souvent à notre propre finalité, à notre propre sens de la vie à nous. Parce que nous autres aussi, un jour, on connaîtra un terme. Et on va se dire, qu'est-ce que je vais laisser comme empreinte de ma vie? Bien sûr, il y a l'empreinte matérielle. On connaît le bâtisseur. Mais il y a l'empreinte aussi, je dirais, familiale. L'empreinte que j'appellerais immatérielle. Sa capacité, comme on disait tantôt, d'amener les gens jusqu'au bout d'eux-mêmes. De croire en leur capacité, de croire aux capacités du Québec, de croire aux capacités de l'organisation, de la finance, de faire une bonne analyse et d'avancer dans ce sens-là. Alors, il y a bien sûr l'empreinte matérielle, mais l'empreinte immatérielle de M. Blondeau. Saint Paul rappelle que, c'est ce que nous avons lu tantôt dans le texte, que si nous ne possédons pas l'amour pour réaliser notre vie, eh bien, nous faisons des vies, nous accomplissons notre vie. Mais est-ce qu'on peut dire que tout est complet dans notre vie? Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. On peut réussir dans la vie, mais il faut réussir sa vie aussi. C'est important de faire les deux. C'est très important. Et l'Évangile qui nous parlait de cette maison bâtie sur le roc qui tient malgré la tempête, la tempête, c'est aussi le départ de celui qui était le mentor, le créateur, le fondateur. Eh bien, cette tempête bâtie sur le roc m'amène à me poser la question, mais c'est quoi le roc exactement? Bien, pour M. Blondeau, le roc, c'est sa compagnie, son entreprise, qui demeure, sa fierté, malgré sa maladie, son retrait tranquille et son départ même. Ça, c'est son roc. Son roc, c'est aussi sa famille. Ses enfants, ses petits-enfants, sa belle Lina aussi, Rosalina aussi, son cœur. Et puis, qui a reçu donc ce beau cadeau de la vie. Et puis son roc, c'est aussi ses valeurs, comme on disait tantôt. La rigueur, la confiance, la saine compétition, le bon conseil. Et son roc, c'est aussi sa foi en ce qu'il avait entendu parler, en la résurrection. Alors, il y avait tout ça comme assise pour tenir solide dans la vie. Dans la foi chrétienne, nous affirmons que Dieu est amour. Bon, d'accord.
Alors, nous avons l'assurance dans ce cas-là que si Dieu est amour, ben, les gens qu'on a aimés, c'est pas possible qu'on les perde pour toujours. Sinon, on aurait la nausée de perdre ceux qu'on a aimés pour toujours. La vie serait incomplète si un accident nous enlevait la vie. Alors, si Dieu est amour, il va nous permettre de retrouver les êtres chers. Et c'est ce que j'ai entendu pendant les témoignages. On parlait à Gilles comme s'il était bien présent avec nous. Alors, ça, c'est fort aussi. Dans la foi chrétienne, nous croyons aussi à la communion des vivants et de ceux qui sont dans l'autre vie. On peut continuer de se parler. On peut continuer de compter les uns pour les autres. Alors moi, je suis persuadé que Gilles va continuer de veiller sur vous tous et toutes. Ça, j'en suis convaincu. Il va trouver une façon de faire. Il est intelligent, on le dit comme un art, il va trouver une façon de faire, de vous guider. Ce sera à vous d'avoir la perspicacité de le sentir en quelque part, vous donner le signal. Et dimanche, nous allons fêter la fête chrétienne de l'Ascension. C'est Jésus qui s'élève vers le ciel. Moi, en tenant compte que M. Blondeau aimait beaucoup les chevaux, je l'imagine s'élever dans le ciel entouré de ces grands chevaux, à pleine vitesse, et s'en aller dans cette béatitude du ciel, là où il n'y a plus les souffrances du corps, les problèmes de maladie physique, et là où il y a la plénitude complète, telle que Dieu l'avait rêvé pour chacun et chacune d'entre nous. C'est ce qu'on va lui souhaiter, si vous voulez bien. Et pour méditer là-dessus, on va se donner une pause musicale. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à répondre après chacune des intentions parce qu'on va lui offrir des prières un peu comme on offre des souhaits. On va lui offrir des prières et vous serez appelés à répondre « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Gilles a vécu, pour ses jours de jeunesse, pour les projets qu'il a alors caressés, désirés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés qu'il a connus,
pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, et son respect pour les autres et sa fougue. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes qu'il a expérimentés, pour ces temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, pour le bonheur qu'il a connu auprès de sa famille et de ses amis. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers qu'il a traversés, pour ces soirs de dépouillement et d'épreuve où, mystérieusement, une autre saison de vie se préparait. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et pour cette 5e saison dans laquelle il est entré, et les 2 fins que nous avons connues et aimées aussi. Saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur notre Dieu, accueille notre prière pour Gilles, dont la présence était bonne pour les siens. Nous t'en prions, prends-en bien soin de ta maison jusqu'au jour des grandes retrouvailles, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez dans votre petit feuillet une réflexion du Père Certilange et je vais vous en faire la lecture. Et au fond, dans son texte, il nuance beaucoup en nous disant finalement que le départ de naître cher, eh bien, ça laisse sous-entendre qu'il y a une suite à tout cela. Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d'elle va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence quand elle est une présence discrète. On croit qu'elle crée une infinie distance alors qu'elle supprime toute distance en ramenant à l'esprit ce qui se localisait dans la chair. Que de liens elle renoue, que de barrières elle brise, que de murs elle fait crouler, que de brouillard elle dissipe, si nous le voulons bien. Vivre, c'est souvent se quitter. Mourir, c'est se rejoindre. Ce n'est pas un paradoxe de l'affirmer. Pour ceux qui sont allés au fond de l'amour est une consécration. Et la mort est une consécration, dis-je bien, et non un châtiment. Au fond, personne ne meurt puisqu'on ne sort pas de Dieu. Celui qui a paru s'arrêter brusquement sur sa route, écrivain de sa vie, a seulement tourné la page. Puis, plus il y a d'êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont d'attaches célestes. Le ciel n'est plus alors uniquement peuplé d'anges ou de saints connus ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier. C'est la maison de famille, la maison de son étage supérieur. Si je puis dire, du haut en bas, le souvenir, le secours, les appels se répondent, ainsi soit-il. Nous allons maintenant porter une prière spéciale à la dépouille ici de M. Blondeau. À travers cette réalité, il y a tout son être ici présent dans ce cercueil. Et il est important pour nous de rappeler 2 gestes très symboliques. Avec l'eau bénite, nous allons le bénir. Comme il a été baptisé à son baptême, nous allons le bénir pour son au revoir. Et nous allons faire élever un petit peu d'encens pour montrer que cet encens, eh bien, par respect, on parfume son corps et cette fumée s'élève un peu comme nos pensées s'élèvent vers lui. Oh
cet hommage, nous allons maintenant demander à M. Serge Ménard, ancien ministre de la Sécurité publique pendant les 7 des 9 années du gouvernement péquiste, sous Jacques Parizeau, sous Lucien Bouchard, Bernard Landry. Il a aussi présidé la commission Ménard sur, évidemment, 2012, le printemps qu'on a appelé érable, cette crise des étudiants. C'est un privilège d'avoir votre support pour cette célébration. À tous les parents et à tous les amis de Gilles, je tiens à offrir mes profondes condoléances pour la mort d'un grand ami. Gilles a fait ses études classiques chez les Jésuites à Québec, moi à Montréal. Nos enseignants, qui avaient fait le vœu de pauvreté, cherchaient à nous apprendre à nous méfier de l'argent. On nous laissait sur l'impression que les gens riches n'avaient pas toujours gagné leur argent de façon très honnête. Faire de l'argent pouvait nous amener à faire des péchés. Ce n'était pas très noble que de poursuivre cet idéal. Passer sa vie à faire de l'argent. Et puis, à l'époque, c'était surtout les Anglais qui faisaient de l'argent. La finance, ce n'était pas notre domaine. Gilles était en total désaccord. On pouvait faire de l'argent, beaucoup d'argent, de façon honnête. Et faire de l'argent, c'était pouvoir bâtir. C'était pouvoir supporter les bâtisseurs. Il avait la passion des chiffres et une capacité mentale supérieure pour comprendre leurs multiples paradoxes. La profession d'actuaire était faite pour lui. L'actuaire, c'est l'expert en calcul des risques, le spécialiste des taux d'assurance et de finance. Il vous donne une idée juste de l'effet des petites modifications dans les petits chiffres sur les très grands chiffres, à mesure de vos risques. Il fonda sa propre société d'actuaires. Une société d'actuaires, c'est une société de cerveau. Il se mit à faire de la réassurance, le seul au Québec, c'est-à-dire l'assurance des compagnies d'assurance. Celle-ci qui couvre le sinistre au-delà de la couverture fournie par la compagnie d'assurance. Fervent nationaliste, il voulait démontrer que les Québécois peuvent aussi gérer les grands risques. Optimum, c'est la gestion optimale des grands risques par des grands cerveaux mathématiques. J'ai eu à l'entendre et à le voir comme ministre de la Métropole. Nous avions une réunion portant sur les mesures à prendre pour corriger le sous-financement dramatique du Fonds de pension des employés municipaux de Montréal. Gilles était le conseiller de leur syndicat. Le président du comité exécutif avait apporté sa calculatrice. Il y eut quelques désaccords sur les projections soumises. Gilles, les bras croisés, sans notes et sans papier, donnait ses chiffres et le président les siens. Gilles reprit souvent les chiffres du président et lui expliquait calmement et gentiment pourquoi et où il faisait erreur. Le président reprenait alors ses calculs sur sa petite machine en appliquant les corrections suggérées. C'était assez cocasse de voir celui qui était main nue corriger celui qui ne jurait qu'à partir de sa calculatrice, mais se rendant toujours aux chiffres de Gilles. Avec la formation chez les Jésuites, il y a une autre chose que nous partageons. Notre formation comme officier de marine. Les forces canadiennes offraient aux étudiants des universités canadiennes la possibilité de faire pendant leurs études une formation d'officiers parallèlement à leurs études principales. Gilles et moi avions choisi la marine. Dans la marine, on était sûr qu'on apprendrait l'anglais. Mon but était de devenir bilingue,
ce qui me paraissait une nécessité et ne pouvait se faire avec 1 heure d'anglais par semaine au collège. C'était aussi la plus romantique des 3 forces. Je crois que Gilles avait les mêmes pensées. Toujours est-il que c'est ainsi que nous nous sommes connus. Comme étudiants, on y décrivait souvent le Canada comme un beau grand pays bilingue où se côtoyaient fraternellement des citoyens parlant 2 grandes langues européennes. Dans la marine, nous avons pris conscience que cet idéal n'était partagé que par une très faible portion des anglophones. Le français n'était pas une richesse pour le Canada, mais plutôt un problème. Nous sommes finalement devenus dans la marine officiers, bilingues et souverainistes. Gilles laisse Optimum en héritage. Quel beau nom! C'est surtout une société de grands cerveaux qui brille. C'est surtout une société de grands cerveaux qui brille non seulement au Québec, mais aussi au Canada, aux États-Unis et en France. Tout bien calculé, ce fut un très grand Québécois, de la trempe de Joseph Armand Bombardier. Et j'espère que les Jésuites ont placé leur argent. Je vais maintenant inviter Annabelle, bien sûr, présidente et chef de direction, ainsi que vice-présidente du conseil du groupe Optimum, la fille de Gilles. Quel défi d'être l'enfant d'un homme si accompli, si visionnaire, si entreprenant. Grandir sous son aile, entendre les propos d'admiration à son égard laisse l'enfant dans son sillage, douteux de son propre potentiel, de sa capacité à faire aussi bien. Mais cela peut également propulser l'enfant hors de sa zone de confort, déployer ses ailes, pousser ses limites à toujours faire mieux. Gilles, bâtisseur, désireux de poursuivre son œuvre dans le temps, n'ayant eu que des filles, épouse sa situation et décide de la tourner en opportunité. Avant-gardiste, il s'élève au-delà du stéréotype social de l'époque et détermine de nous élever comme si, ou mieux. Nous devions être au moins aussi fortes, au moins aussi capables, et ce, à tous les niveaux, et surtout, ne jamais être dépendante et ou se faire contrôler par qui que ce soit. Il s'est convaincu que nous ferions tout aussi bien, sinon mieux, sachant pertinemment que s'il avait eu un garçon, il aurait été beaucoup plus dur, exigeant à son égard. Tout compte fait et en bout de ligne, il s'est déclaré choyé d'avoir eu des filles fortes, professionnelles et indépendantes. Gilles avait cette force de déceler chez l'autre la flamme qui nous fait vibrer en tant qu'humains, qui nous propulse vers l'avant ainsi que de la faire grandir. L'opposé était également vrai. Ainsi, par sa confiance indéfectible en nous, il nous a donné des ailes pour se surpasser, ne jamais accepter le statu quo, l'ordinaire, le normal, se défier continuellement et perpétuellement sans jamais prendre les résultats pour acquis, mais au contraire toujours anticiper la suite et s'y préparer, et ce, malgré les désagréments que cela puisse provoquer chez nos comparses. Oui, être apprécié, mais surtout assurer la stabilité et la pérennité de toutes nos ressources en tant que société privée québécoise doit toujours demeurer l'objectif premier. Et ce, sans jamais s'asseoir sur ses lauriers. Dans les bonnes années, anticiper et préparer les années possiblement difficiles.
dans les dures années, les tourner en opportunités avec les moyens prévus. Gilles a été mon père, mon meilleur ami, mon confident, mon coach, mon mentor, mon boss, mon adversaire. À l'occasion, on est trop pareil, nous disait-on, et un grand critique constructif. Je me suis sentie profondément et intensément protégée par lui. Papa était passionné, entier, intense, et contrairement à plusieurs, ce n'était pas tout ou rien, mais toujours, toujours pour le plus de 100%. Que de soirées à la fin d'un souper bien copieux, il est tard dans la nuit, Gilles se lève, il se trouve un nouveau paquet de cigarettes, il se l'ouvre tranquillement, il se part un pot de café. Les cigarettes, il ne les respire pas, comme vous le savez. Le café n'empêche pas de dormir si on a la volonté intellectuelle de ne pas se laisser influencer et de veiller, discuter de tout et de rien pendant les petites heures de la nuit, refaire et repenser le monde. Il a été l'homme de son temps parmi les bâtisseurs voués à l'expansion économique et financière du Québec, passant inéluctablement par un système éducatif puissant et valorisant les actuaires québécois, les meilleurs au monde, disait-il. Il a su, en plus de tout cela, nous outiller humblement pour poursuivre son projet de vie, son premier bébé Optimum. Et nous nous efforçons d'en faire autant, sinon plus, pour la génération future. Merci Gilles pour les merveilleuses opportunités que tu nous as offertes. Merci Papa pour la flamme indestructible que tu as allumée en nous. Je t'aime infiniment. Merci beaucoup. On achève notre rencontre. Elle ne saurait être complète s'il n'y avait pas une autre prière, celle qu'on apprend quand on est tout petit. Pour ceux et celles qui ont pu l'apprendre, c'est celle du Notre Père. Alors je vous invite à vous lever pour se faire ce Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On peut s'asseoir. Et tantôt, lorsqu'il y aura la sortie, vous serez invités au salon à l'arrière pour le repas fraternel. C'est important de continuer, ça fait beaucoup de bien, d'évoquer des souvenirs. Et puis, il y aura la possibilité de façon spontanée, si quelques-unes parmi vous avaient le goût de prendre la parole, il y aura un micro sur place. Il y aura possibilité d'évoquer des souvenirs. Je termine avec une pensée d'un artiste québécois que vous avez bien connu, Doris Lucier. Quand son fils est mort, évidemment, comme tout parent, son cœur s'est arraché. Et il en est venu à cette pensée. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit. C'est un immortel qui commence. C'est pourquoi en laissant un être cher à la terre, qu'il l'accueillera, où il dormira, doucement aux côtés des siens. En attendant que j'aille le rejoindre, nous ne lui disons pas adieu, nous lui disons à bientôt. Car la douleur qui nous serre le cœur raffermit à chacun de ses battements notre certitude qu'il est impossible d'autant aimer un être et de le perdre pour toujours. Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus où ils étaient, mais ils sont toujours et partout où nous sommes. Quelle sagesse aussi. Alors, à chacun et chacune d'entre vous, on se dira que si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Alors, en vous bénissant, je veux remercier également l'équipe d'animation dirigée par Mme Sillard qui a embelli cette célébration-là avec beaucoup de talent, de beauté. Et je rappelle toujours que la musique, le chant, c'est une action spirituelle. Ça nous fait plonger justement dans ce que l'être humain est capable de meilleur, de plus beau. Alors, à chacun et chacune d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.